On est bien, ouais. C'est tout bon, je te laisse attaquer. Merci beaucoup, Adeline. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être connecté à ce webinaire sur l'agriculture de demain. Voilà, c'est un webinaire qu'on va donc enregistrer. Donc, je vais attaquer directement en me présentant rapidement. Je suis directeur scientifique sur Easy Group et on va développer quelques points de présentation des défis de l'agriculture pour demain, en rentrant dans quelques-uns de ces défis et en essayant de lister ce que représente l'agriculture dans les années à venir. Également, on va aborder dans le deuxième point l'optimisation de la santé des plantes grâce à l'innovation et la recherche. Quel est le rôle de la recherche, du recherche-développement dans cette optimisation de l'agriculture de demain? On passera par un petit point sur le cadre réglementaire obligatoire dans nos domaines. La réglementation est extrêmement présente, comme on va le voir. Malgré tout, je ne rentrerai pas trop dans le détail quand même, parce que sinon, ça devient assez vite rébarbatif. C'est juste quelques points de repères réglementaires que je souhaite aborder. En point numéro 4, nous verrons les perspectives de l'agriculture dans les prochaines années, en se positionnant plutôt du côté des praticiens, des agriculteurs, des professionnels. Et puis, en dernier point, je présenterai rapidement les compétences de notre groupe dans la partie santé des plantes, avant une petite séance de questions-réponses, si vous le souhaitez. Voilà. Donc, les défis actuels de l'agriculture, point de départ peut-être de ces défis, repréciser que l'agriculture aujourd'hui se situe au carrefour de 3 grands défis. Le premier est de faire face au changement climatique. C'est une activité liée par nature au changement climatique, donc elle se doit d'y faire face. Résorber la sécurité alimentaire mondiale et la demande croissante d'alimentation, on va y revenir, et maîtriser et réduire les impacts sur l'environnement, puisque là encore, l'agriculture se situe en plein dans le cadre environnemental écologique. Donc l'agriculture doit contribuer à garantir un bon état sanitaire des denrées, c'est la moindre des choses qu'on lui demande, et de gérer des systèmes de production qui sont durables, alors sur le plan économique, évidemment, notamment pour l'agriculteur, sur le plan social et sur le plan environnemental. Voilà, nous avons une vision du futur de l'agriculture qui s'oriente sur ce triptyque de durabilité, économie, sociale, environnement. Pour résumer tout ça, et si vous voulez aller plus loin, je vous engage à vous renseigner via le site de l'Europe sur la stratégie Farm to Fork, de la fourche à la fourchette, qui est une stratégie approuvée par le Parlement européen en octobre 2021 avec une assez large majorité de presque 65% des parlementaires européens. Le but de cette stratégie, qui n'est pas une loi, hein, c'est vraiment un axe directeur stratégique, il faut l'entendre comme tel, ce n'est pas une réglementation, ça vise à définir 5 axes de travail. Le premier étant d'améliorer l'impact environnemental de l'agriculture pour le rendre neutre, voire positif sur certains points, notamment par exemple le carbone. Participer à l'effort sur le changement climatique et adapter à des modifications liées au changement climatique de l'agriculture. Inverser la perte de biodiversité, puisqu'il y a quelques mesures qui ont commencé à montrer quelques érosions sur certains dossiers. Donc, volonté de Farm to Fork d'inverser cette érosion. Garantir une sécurité alimentaire, l'indépendance alimentaire, extrêmement importante dans la santé publique et dans l'aspect politique aujourd'hui des choses en Europe, et réserver le caractère abordable des aliments, c'est-à-dire une notion également de rendement qui permet d'avoir un accès économique à la nourriture pour tous les Européens. Le but de l'agriculture est avant tout de nourrir le monde. J'aime bien le rappeler, comme le fait l'Académie d'agriculture de France souvent, et qui a publié en 2013 quelques chiffres. La population mondiale, d'ici 2050, sera passée entre 7 et 9 milliards d'individus. Donc, selon la FAO, la production agricole doit augmenter de 70% pour alimenter cette population croissante. Donc, un taux d'ici 2050 d'accroissement des productions, tout confondu, qui est estimé à peu près à 1,5%. C'est un objectif qui est absolument incontournable d'après les chiffres,
mais qui restent difficiles à atteindre. Voilà. Ces notes de conclusion, vous pouvez les retrouver sur le site de l'Académie d'agriculture ou sur le site de la FAO pour avoir plus de détails. Et l'objectif étant, bien sûr, d'accroître le rendement sans polluer de façon irréversible ou en tout cas sans cet impact neutre à positif dont l'Europe a parlé précédemment. Juste pour notion, un Européen dépense par an 3 470 € pour générer son alimentation. Voilà, ça représente en Europe, en 2021, c'était un peu plus de 20% de la part d'alimentation des ménages. Au niveau de l'agriculteur, malheureusement pour lui, il ne touche pas 20%. Hein. On estime que sur 100 € de nourriture dépensée, ça c'est une enquête qui avait été réalisée en 2020, on a à peu près 6 € pour l'agriculteur qui lui revient, tous les autres étant des coûts de transformation, d'intermédiaires, d'agroalimentaire, enfin voilà, d'environnement autour de l'agriculteur. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, pour un agriculteur installé, il y a pas mal de métiers tout autour et j'ai pris sur la droite un listing, un référencement des structures professionnelles qui encadrent en France les agriculteurs, c'est-à-dire les structures qui sont certifiées dans le cadre des métiers éco-phyto, c'est-à-dire les distributeurs, les applicateurs et les conseillers. Et on regroupe un peu plus de 17 000 établissements donc montés pour être au service de l'agriculteur. Et vous avez le détail sur la droite. On voit qu'essentiellement, quand même, pour accompagner l'agriculteur français aujourd'hui, on va avoir, alors ça ne dit pas le nombre de personnes employées par les structures, hein, on est en nombre de structures, mais on va avoir plutôt des conseillers spécialisés dans la partie conseil, le plus étant des distributeurs. Voilà, 10 000 établissements de distribution pour seulement 780 conseils et un peu plus de 650 applicateurs. Voilà. On a également au niveau mondial une réflexion que je tiens à souligner, c'est la stratégie internationale de santé publique One Health, qui considère qu'on partage une seule santé autour de la santé humaine, qui est liée à la santé de l'environnement, notamment l'environnement dans lequel on vit, et qui est liée également à la santé des animaux. Donc, par là même aussi, entre l'environnement et l'alimentation animale et l'alimentation humaine, l'agriculture est au cœur de ce système. Et ce concept One Health permet de faire le lien entre toutes ces santé qui sont liées quelque part entre elles. Alors, une fois que ce contexte est donné, on peut se poser la question, quel est le rôle de l'innovation et du recherche-développement dans l'amélioration, l'optimisation de l'agriculture et notamment de ce qui nous amène petit à petit à la gestion du domaine agricole végétal, c'est-à-dire la santé des plantes. Voilà. Historiquement, sur la gauche, j'ai mis grand 1 nutrition, on avait une révolution agricole post-Seconde Guerre mondiale qui a permis de booster les rendements de façon extrêmement importante grâce à l'apport d'engrais, d'éléments majeurs ou mineurs, donc engrais, fertilisants. Et puis, en augmentant les rendements, quelque part, et peut-être à l'époque sans trop le savoir, on augmentait la sensibilité des cultures à ce qu'on appelle aujourd'hui des bioagresseurs, donc qui sont, on le voit en bas à droite, des systèmes d'agression biotique de type champignons, ravageurs, virus, bactéries, qui attaquent les plantes et qui donc, par là même, peuvent se développer sur des cultures en forte croissance. Et il a donc fallu développer, dans un deuxième temps, un arsenal de protection à base de produits naturels dans un premier temps, puis la chimie s'est développée et on a bénéficié du recherche-développement de la chimie pendant plusieurs années avec un grand boom au moment des années 80. Petit à petit aujourd'hui, on a développé des solutions plus douces, plus alternatives pour répondre à des axes réglementaires qu'on va aborder tout à l'heure et de meilleure gestion du risque sur l'environnement. Donc, on a développé ce qu'on appelle aujourd'hui les biocontrôles, en fait, en termes de produits de protection. Et plus récemment, des biostimulants qui se distinguent clairement des biocontrôles. Donc, un axe numéro 3 aujourd'hui qui n'est plus aussi clivé entre la nutrition d'un côté et la protection de l'autre, du fait que le biocontrôle, bien souvent, ce que je dis, ce n'est pas vrai à chaque fois, mais bien souvent, un produit de biocontrôle a une efficacité contre un bioagresseur un peu inférieure aux produits chimiques de référence qu'on a pu connaître. Donc, on se doit de réduire des fois un petit peu la sensibilité des cultures
en faisant attention à la fertilisation, soit en alimentant mieux la plante pour pas qu'elle ait un stress et qu'elle prête le flanc à une attaque d'un champignon ou d'un ravageur, soit en évitant des surfertilisations de type azoté, par exemple, qui vont renforcer la sensibilité de ces cultures à un bioagresseur. Et plus récemment encore, aujourd'hui, on travaille, on commence à développer aujourd'hui, ça commence à être un peu visible au niveau de l'agriculteur, des solutions de biostimulation qui, de la même façon qu'on a géré des engrais de façon peut-être un peu massive pendant quelques années, aujourd'hui vont améliorer la disponibilité de tous les éléments abiotiques autour de la plante, je vais y revenir, et qui permettront, ces biostimulants, de pouvoir mieux gérer notamment des stress abiotiques que les cultures peuvent subir. Alors, l'optimisation de la santé des plantes passe par 4 axes majeurs d'innovation de recherche. Le premier étant l'amélioration variétale. Le deuxième, les nutritions, les éléments de croissance, tout ce qui est fertilisation, engrais, nutrition des plantes. Ça passe évidemment par la protection des cultures. Et puis, l'amélioration du matériel robotique sur lequel je passerai assez vite. L'amélioration variétale est très importante. Je vais y passer très très vite, juste quelques repères. Nous ne sommes pas forcément des spécialistes chez ENSI de ça, mais on se doit d'en tenir compte puisque ça rentre dans les leviers de recherche-développement de l'agriculture moderne. Donc, depuis qu'on a appris à croiser les plantes pour améliorer la génétique, on est passé par différentes méthodes qui ont amené à une meilleure connaissance des brins d'ADN et de leur recombinaison entre parents, et puis la découverte des agrobactériums qui ont permis de faire des progrès en fixation de gènes positifs pour les améliorations variétales. L'apport de la biotechnologie plus récente a fait énormément progresser ce domaine avec des techniques de séquençage, de génomique, des clonages de plantes. Évidemment, il y a eu tout le processus également OGM, mais qui, pour la France en tout cas, est interdit en mise en pratique. Donc là, je fais un pas sur ces OGM, mais dans la caractérisation des gènes dits d'intérêt pour les améliorations variétales des cultures, les outils de génomique sont utilisés par les semenciers, par les laboratoires pour améliorer la sélection et amener sur le marché des variétés qui, grâce à la biotechnologie, ont des caractéristiques, des propriétés de meilleure résistance ou de moindre sensibilité aux bioagresseurs, par exemple, ou de moindre sensibilité à des stress abiotiques également. Donc, un gros effort de travail de recherche-développement sur la génétique. Ça permet également, ces outils, de diminuer la durée de création. Donc, on a des durées plus courtes que par le passé d'arriver sur le marché de variétés très intéressantes pour gérer les bioagresseurs ou les stress abiotiques, ce qui est un gain par rapport à l'utilisation de produits extérieurs à l'agrosystème pour l'agriculteur, sachant que tant qu'on n'a pas de variété qui permette de résister à une problématique donnée, on se doit de traiter avec des produits phytopharmaceutiques ou des produits de correction des carences. L'amélioration variétale donc, a fait un énorme progrès grâce à la génomique, grâce à l'informatique, la gestion de data données, mais en même temps, évidemment, c'est une activité qui s'est énormément complexifiée et qui est devenue très pluridisciplinaire. Voilà, c'est devenu quelque chose de très complexe et bien souvent, entre les mains de très grands groupes semenciers, il y a beaucoup moins de petites structures de fabrication de variétés originales, on va dire. En tout cas, dans les grandes cultures, c'est extrêmement rare. Deuxième levier possible, c'est l'alimentation des plantes. Donc la nutrition, la croissance des plantes. Donc la physiologie de la plante, elle n'a pas bougé. Voilà. Une plante, ça reste une plante, ça se nourrit de la même façon qu'au 19e siècle, je dirais, même avant. Une plante, c'est composé d'un certain nombre d'éléments nutritifs. On peut voir là ici un graphique du comifère qui nous explique en pourcentage de matière sèche les différents composés qu'on va retrouver dans une plante en moyenne. Voilà, c'est quelque chose de très connu. La plante, c'est un organisme vivant, bien entendu, et c'est un organisme qui est très très bien documenté et dont on sait les besoins en différents éléments minéraux qui alimentent son fonctionnement, son métabolisme. Et s'il y a excès ou carence dans un élément minéral,
suivant qu'ils soient majeurs ou mineurs, on va avoir évidemment des carences visibles et des pertes de rendement, voire des plantes qui sont malades, en fait, et qui ne fonctionnent pas bien ou qui prêtent le flanc à une attaque d'un champignon la plupart du temps. Il y a des principes également, j'en présente qu'un seul, parce que la fertilisation des plantes, longtemps, ça a été, il manque un élément, on le rajoute. Voilà, ça a été au départ un peu le principe de base. Plus on en met, mieux on pense que c'est. Jusqu'à ce que de la recherche mette en évidence des systèmes comme par exemple la loi de Liebig, qui est très connue en fertilisation, et qui démontre ici, par exemple, sur un exemple sur le maïs doux, que si par exemple on passe de 60 tonnes d'azote à l'hectare à 120, on va avoir, pour un taux de phosphore de 50 tonnes hectare, par exemple, on va avoir un passage de 55 quintaux à 67. Voilà, donc un gain assez classique. Que si on fait la même chose sur un taux de phosphore de 100, ben on aura également une progression entre les 60 et les 120 unités d'azote. Par contre, à l'inverse, si on augmente les deux en même temps, ben, on va voir qu'on aura un gain bien plus important du fait qu'on compensera la carence des deux éléments simultanés et que donc il vaut mieux compenser de façon simultanée. Pour éviter l'épuisement du sol, il faut qu'on compense et que l'agriculteur restitue ce qu'il exporte. Ça, c'est un grand principe également que je voulais rappeler, c'est-à-dire qu'un sol que l'on ne fertilise pas s'épuise. Voilà, un sol, c'est un support nutritif qui contient une certaine quantité d'éléments nutritifs nécessaires à la croissance des plantes. Et selon les cultures que l'on cultive dessus et selon le rendement que l'on produit, évidemment, on va avoir une exportation plus ou moins importante. Et le rôle de l'agriculteur, dans un effet un peu de balance, là, que j'ai voulu simuler à gauche, plus il exporte, plus il va falloir qu'il restitue. Voilà, ça ne va pas arriver tout seul, les éléments. En tout cas, certains éléments vont s'épuiser. Voilà. Certains sols sont naturellement pauvres et ils doivent d'abord être enrichis avant d'être cultivés. D'autres sols vont être riches au démarrage et il s'agira juste de maintenir cette richesse de départ. Voilà. Et donc, par exemple, dans le cas de céréales à la paille, on a 40 à 50 kg par hectare et par an d'éléments nutritifs à compenser lorsqu'on est sur un rendement classique de céréales à paille. Selon les cultures, on a un épuisement plus ou moins important. On sait que, par exemple, la vigne est une culture qui exporte beaucoup moins que les céréales à paille. Là, on a un chiffre d'évolution des pratiques de fertilisation par rapport à des chiffres de commercialisation des engrais entre 2010 et 2023, qui montre surtout ce qui est intéressant au-delà du chiffre, c'est la tendance. C'est-à-dire que si on regarde tout ce qui est bleu et vert dans le bas des histogrammes, entre 2010 sur la gauche et 2023 sur la droite, on voit qu'il y a eu une augmentation petit à petit de la fertilisation par minéraux organiques. Voilà, au détriment, enfin petit à petit, un remplacement en fait par l'organique de la fertilisation minérale. Alors évidemment, il y a des petites variations annuelles quand même, on voit, mais enfin, il y a une grande tendance à ce que la fertilisation organique remplace la fertilisation minérale. Voilà. C'est quelque chose sur lequel il faut tenir compte parce que la composition des engrais organiques ne sont pas les mêmes que les engrais minéraux. Toujours dans la partie nutrition et croissance, donc j'en parlais tout à l'heure, les biostimulants. Donc les biostimulants, ce sont des substances aujourd'hui qui vont être développées, qui vont être travaillées et qu'on va savoir ajuster dans un itinéraire agricole pour améliorer différents points. Donc ici, on voit au nombre de 6 les cibles. On va pouvoir améliorer la fructification d'une plante, on va pouvoir améliorer par exemple la production de graines, notamment quand ces graines sont comestibles, ça peut être extrêmement intéressant. On va améliorer le système racinaire éventuellement. On va pouvoir améliorer également le sol autour du système racinaire ou le sol lui-même par libération de différents éléments qui peuvent être des fois non disponibles ou qui peuvent être captés par la plante. Donc les biostimulants vont permettre aussi des libérations et des améliorations du sol. On va pouvoir améliorer les aspects de floraison et la plante d'une manière générale, soit sa croissance, soit ses interneux. Voilà. En termes de protection des cultures, donc le troisième levier qui s'offre à nous, on voit qu'au niveau européen, pour de bonnes raisons, on a
aujourd'hui un seuil d'acceptabilité des substances actives en Europe. Donc, pour l'homologation réglementairement des produits phytopharmaceutiques, pour ceux qui ne le savent pas, donc il y a deux niveaux, deux échelles. La première échelle, c'est l'échelle européenne qui trie les substances actives autorisables en Europe. Et ensuite, il y a un niveau national qui autorise ou pas les préparations à base de ces substances actives. Alors aujourd'hui, on dit national encore, mais en réalité, c'est de plus en plus zonal Europe. Il y a 3 grandes zones. Voilà. Mais le premier tri des substances actives se fait sur des critères de tox et d'écotox, alliés bien sûr à une démonstration de l'efficacité de ces substances actives. Et ça se fait au niveau européen sur la substance active. Donc, comme on le voit sur ce graphique, l'Europe fait son travail. Ça, c'est un graphique ANSES. Donc, on voit bien qu'il y a un effondrement du nombre de substances actives disponibles au niveau du marché européen depuis 2014 et ça s'accentue année après année. Donc, ça, c'est le plus gros effort qui est fait en fait pour l'impact environnemental et pour la toxicologie potentielle des produits phytopharmaceutiques. C'est une grande inquiétude des habitants européens, hein, de la société civile, l'inquiétude sur les phytopharmaceutiques, sur les pesticides. Donc, la plus grosse réponse qui est donnée à cette inquiétude se passe par l'Europe avec des seuils critiques qui sont de plus en plus bas, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de substances qui arrivent à passer ce cap, ce seuil. Une autre façon de le voir, on a ici sur un autre graphique de 2011 à 2022, donc en noir, les substances actives d'origine chimique, chemical active substance. On va avoir en grisé, hachuré, pardon, les substances actives de manière biocontrôle, voilà. Et puis les substances de base, c'est-à-dire tout ce qui est substances non transformées, du type purin d'ortie ou extrait de plantes. Voilà. Et là, on voit bien que là aussi, il n'y a pas une compensation de la perte qu'on a vue dans les années depuis 2014-2015 par un afflux massif de nouvelles solutions. Il y a des nouvelles solutions, il y a de moins en moins de substances chimiques, on retrouve un peu la même courbe, la même tendance, mais on n'a pas un remplacement de 1 pour 1. Donc, il va se poser effectivement un petit souci. Une des raisons pour lesquelles également il y a une diminution du nombre de solutions sur le marché, ce n'est pas uniquement lié au seuil d'acceptabilité de l'Europe, c'est aussi lié au coût de tout ça. Et là, on a la dernière étude en date qui a été publiée, qui montre de façon très très claire, en ventilant les différents chapitres du budget de mise sur le marché d'un produit. On voit très bien que de 1995 à 2014, on se retrouve avec une augmentation du double, grosso modo, du budget de mise en marché, de passage à l'homologation européenne des produits phyto en Europe. Voilà. Donc ça explique également qu'il y a effectivement beaucoup d'écrémage et beaucoup d'investissements. Donc ça donne également aujourd'hui une idée un petit peu de ce qu'on vit. Alors ça, c'est un graphique qui est très visuel. On a ce que j'appelle moi les sociétés acteurs intégrés là qu'on voit, c'est-à-dire des sociétés dont on connaît bien les noms. Ce sont des sociétés historiques. Je ne citerai pas, hein, mais on le voit sur le diapositive, qui possédaient la totalité des savoir-faire en fait. À la fois, c'est des sociétés qui vendent leurs produits phyto, bien sûr, mais elles les mettent en marché totalement, passant par l'expérimentation et la mise en marché. Et petit à petit, on a des sociétés qui sont plus des acteurs spécialisés, de taille beaucoup plus moyenne, qui sont malgré tout bien connus sur le marché, et qui maintenant voient arriver, par le biais du biocontrôle, une multitude de petites sociétés, et qu'on représente ici dans les différentes patates d'activités. Donc, énormément d'acteurs, beaucoup d'acteurs de petite taille et qui occupent finalement le recherche-développement en apportant des solutions innovantes. Mais bien souvent, ces solutions innovantes, elles ne sont pas forcément finalisées. Voilà, je ne dis pas à chaque fois, mais étant donné le budget que ça représente et le travail que ça représente, les compétences nécessaires, un des risques qu'on identifie aujourd'hui, c'est l'arrivée sur le marché de produits qui, en gros, ne sont pas terminés sur le plan technique, voilà, qui ont des choses intéressantes à apporter, qui arrivent éventuellement même à avoir une autorisation de mise sur le marché, mais pour lesquels la connaissance parfaite du produit n'est pas complète et n'a pas été au bout, contrairement à ce qu'on avait l'habitude par le passé. Alors, juste une petite diapositive avec 4 petites photos pour illustrer qu'également, il y a un levier, je voulais être complet dans cette présentation,
qui va passer par l'amélioration du matériel, la robotisation, parce qu'il n'y a pas que la fertilisation, le variétal et la protection des plantes pour gérer l'agriculture et débarrasser par exemple des mauvaises herbes ou faciliter les plantations, les rotations. La robotique est un grand champ d'espoir. Alors, je disais que le cadre réglementaire, j'allais le passer assez rapidement. Le but, c'est plus de voir que le poids réglementaire dans le domaine de la santé des plantes est extrêmement important. Notre profession, santé des plantes, est extrêmement réglementée. Voilà. Du coup, on a à la fois une réglementation, une couche européenne, j'ai commencé à en parler tout à l'heure. Donc là, on voit qu'au niveau européen, c'est quand même beaucoup plus calme quand on liste toutes les réglementations. Donc ça, c'est un schéma des réglementations que j'avais mis à jour, dans lequel on voit en orange les réglementations européennes et en bleu les réglementations françaises. Voilà. Alors, les réglementations et directives européennes sont de l'ordre de 4. Celle sur la gauche, qui date de 2009, c'est la réglementation sur la mise en marché des produits phyto. Voilà. Celle tout à fait enfin la deuxième en partant de la droite, qui date de 2019, et la réglementation sur la fertilisation, qui a introduit la notion de biostimulant plus récemment. Voilà. On voit que sur le plan français, par contre, se succèdent les plans éco-phyto. Ça, c'est la communication autour de l'amélioration de la protection des plantes et donc de l'agriculture en France. Et ce plan éco-phyto s'accompagne d'un arsenal de décrets, arrêtés. Voilà. Ce que les agriculteurs aujourd'hui signalent, et à juste titre, semble-t-il. Donc, il y a effectivement une volonté positive d'améliorer la qualité de l'alimentation, de mieux protéger l'environnement, de mieux sécuriser l'utilisateur et les personnes qui seraient potentiellement exposées aux intrants agricoles. Mais de l'autre côté, l'effet revers, c'est que pour les agriculteurs, il y a une réglementation extrêmement lourde et tout le temps en évolution sur laquelle ils commencent à se plaindre. Et une illustration, par exemple, que j'aime bien de cette juxtaposition de ce millefeuille réglementaire en santé des plantes, c'est par exemple quand on essaye de représenter, ça c'est un diagramme qui avait été co-construit par l'ANSES avec l'association du GFI il y a quelques années. Évidemment, on a des aspects prophylactiques qui, eux, n'interviennent pas, ne sont pas gérés encore par l'aspect réglementaire. Par contre, dès qu'on veut classer les produits phytopharmaceutiques et les différents types d'intrants, on va se retrouver avec différentes cases réglementaires, différentes catégories qui correspondent toutes à des réglementations européennes croisées avec des réglementations nationales. Voilà. On va avoir, par exemple, si pour prendre un exemple, le rectangle bleu, les produits utilisables en agriculture biologique sont des produits qui répondent à un cahier des charges bien précis, excluant les produits de synthèse, mais ces produits doivent être détenteurs d'une autorisation de mise sur le marché, par exemple. Voilà. Et ensuite, on a introduit la notion de produit de biocontrôle, qui au niveau national a été définie par une note de service du ministère de l'Agriculture, et on voit que les produits de biocontrôle, que ce soit des micro-organismes, des médiateurs chimiques, des substances naturelles d'origine végétale ou minérale, peuvent être des produits biologiques ou pas. Voilà, certains étant même en dehors, comme les macro-organismes, des produits soumis à réglementation sous AMF. Voilà. Donc c'est effectivement une réglementation extrêmement complexe et dense et qui arrive à des schémas comme celui-là dans lesquels les agriculteurs ont tendance un petit peu à se perdre et on peut le comprendre. Pour essayer de simplifier tout ça, il y a une volonté aujourd'hui en France d'essayer de créer un petit peu de l'accompagnement, de l'accompagnement de l'innovation pour repérer les produits porteurs en biocontrôle ou en biostimulant, pour essayer de les développer. Et ça prend la forme en France d'une association qui s'appelle LABA, qui s'est donné comme objectif pour 2030 que 100% des agriculteurs arrivent à utiliser plus de 30% de biocontrôle ou de biostimulants dans leurs intrants. On n'y est pas du tout aujourd'hui, mais c'est un objectif. Ils veulent également 30% de part de marché dans la protection des plantes par le biocontrôle, 65% d'usages qui seraient couverts par au moins une solution de biocontrôle. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des solutions de biocontrôle dans certaines catégories d'usages, mais pas dans tous. Ce qu'on appelle les usages, c'est une culture, une cible.
Il y a une hausse régulière des ventes de biostimulants chaque année et ils veulent l'intensifier, la rendre plus visible. Ils veulent également mieux former les futures générations, ça c'est extrêmement important, pour que le biocontrôle et la biostimulation soient mieux connus des futurs agriculteurs ou techniciens ou personnes de société. Il y a 30 projets qui ont aujourd'hui été initiés et qui vont être accompagnés d'ici 2030 dans le cadre de ce déploiement du biocontrôle et des biostimulants. Donc je passe la suite. L'idée, c'est de créer une dynamique qui nous emmènera à 2030 à une révolution agricole en France compatible avec les objectifs. Cette diapositive veut présenter les perspectives de l'agriculture dans les prochaines années. Donc l'enjeu de l'agriculture européenne, c'est de participer à la mise en place d'une démarche agroécologique. L'agriculture européenne a été décidée par l'Europe comme une stratégie agroécologique. Voilà. Il y a une volonté de rupture avec l'agriculture un peu traditionnelle qu'on a connue jusqu'à maintenant pour des raisons économiques et politiques. L'idée, c'est d'intégrer de l'innovation dans les pratiques agricoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir à la fois des biocontrôles et des biostimulants, mais aussi de la chimie, de la new chimie, c'est-à-dire de la chimie acceptable au plan réglementaire, c'est-à-dire de la chimie qui n'aura pas démontré d'impact négatif sur l'environnement ou la toxicologie de l'utilisateur. Et l'idée, c'est un peu de faire un accompagnement de l'industriel et du chercheur jusqu'à l'agriculteur, avec une remontée en puissance, dans la volonté politique en tout cas, en Europe et en France encore peut-être plus, du chercheur et d'aller chercher les idées là où la recherche a pointé des points d'amélioration qu'on doit amener jusqu'à la pratique agricole aujourd'hui. Donc c'est un énorme chantier, un énorme plan extrêmement ambitieux. Le plan d'action santé des plantes, si je peux le résumer ainsi, c'est d'abord une stratégie d'approche des industriels en leur demandant de renforcer leurs compétences sur la réglementation et la mise en conformité de la réglementation avec la réglementation. Donc pour des produits, par exemple, de biocontrôle, faire de l'expérimentation, c'est beaucoup plus pointu et compliqué pour obtenir des résultats fiables qu'avec des produits de synthèse à très haut niveau d'efficacité. Même chose pour les biostimulants, par exemple. Il y a un énorme challenge pour l'expérimentation pour démontrer les effets biostimulants au champ. On a également une stratégie d'approche au niveau de l'agriculteur. Il faut renforcer les outils et les compétences de l'agriculteur pour accompagner cette transition du phyto ou de la fertilité traditionnelle à ces outils qui souvent, donc je le disais, là encore j'insiste pas toujours mais souvent, ont des efficacités moindres, ont des effets fertilisants des fois moindres, et donc il faut gérer l'agrosystème différemment pour en faire quelque chose de compatible avec un rendement économiquement viable. Il y a des stratégies, des compétences internes où il va falloir développer et acquérir des nouvelles compétences ou renforcer les compétences existantes dans toute la filière et développer la polyvalence et les interactions. Ça, c'est extrêmement compliqué parce qu'à partir du moment où on travaille, vous avez vu le graphique tout à l'heure, à la fois sur une compétence de fertilisation et de protection, et si on y rajoute en plus la sensibilité variétale, ça devient vraiment une multi-compétence. Et plus on rajoute des compétences et on a besoin de faire interagir ces compétences, plus dans un seul cerveau humain, ça devient assez rapidement ingérable. Donc c'est du travail collectif, je pense, beaucoup d'esprit de réseau et de construction à la fois entre les partenaires professionnels, accompagnants des professionnels, chercheurs, industriels, et aussi arriver à trouver un agrosystème de production, un itinéraire technique de production qui réponde au niveau des agriculteurs à tous ces enjeux. Donc, une complexification des choses. Voilà. Donc, la structuration des offres aujourd'hui santé des plantes vont se faire avec, ici, j'ai remis une petite roue d'amélioration des progrès, avec des tests d'itinéraire technique, de vérifier ce qui marche et ce qui ne marche pas, et ce qui ne marche pas, le remodifier ensuite, étape par étape, et avec une certaine logique de travail qu'on pourrait soit qualifier de démarche scientifique pour partie, mais aussi il va y avoir un accompagnement des agriculteurs, je pense, dans une démarche qualité également. Ce que j'ai mis qualité globale, aujourd'hui, on voit que dans nos domaines de la santé des plantes, la qualification de l'expérimentation, des formations, des applications, des conseils, se met en route progressivement parce qu'il va falloir accompagner cette offre qui devient complexe d'indicateurs qualité pour repérer ce qui fonctionne et ce qui marche moins. Donc, une démarche
qu'on va qualifier de combinatoire. Ça, c'est un terme qu'on voit extrêmement souvent. Et en fait, l'idée, c'est d'accompagner vers cette réglementation en évolution les agriculteurs. Pour ça, évidemment, le conseil est au centre de tout le dispositif. On en parle beaucoup. Je ne reviens pas dessus parce qu'en ce moment, on attend un peu au niveau national comment on peut légiférer. Alors, un cas concret de ce qu'on a mis en place chez Easy à travers une offre qui s'appelle le réseau Gongeco. On a mis en place un réseau autour de vignerons et de viticulteurs dans le vignoble du Jurançon, dans le sud-ouest de la France. Et donc, certes, il y a des lois, des normes, des démarches administratives, de l'accompagnement, mais on a voulu aussi remettre au centre d'une discussion le savoir, la connaissance, notamment la connaissance du terrain et la communication entre agriculteurs avec des techniciens. Et notamment en faisant un suivi comme ça précis, on a d'abord identifié bien sûr les aspects climatologiques. Là, on voit par exemple un diagramme qui démontre que l'année 2024 a été assez atypique, avec des périodes plutôt pluvieuses et chaudes, puis pluvieux et plutôt frais par rapport à la normale, et puis après un été plutôt sec avec des températures plutôt normales. Donc en fonction des climatologies ainsi identifiées, on peut s'apprêter, quand on connaît le panoplie des bioagresseurs, à subir une attaque plus ou moins importante d'un champignon ou de tel insecte ravageur. C'est ce qui se passe. Par exemple, ici, on voit très bien un suivi du mildiou, qui est une maladie de la vigne que tout le monde a pu entendre parler. Et on voit le taux de fréquence d'attaque, donc le pourcentage des grappes attaquées et le pourcentage d'intensité d'attaque, la surface des grappes qui a été attaquée. Et on voit très très bien sur ce graphique, 2024 étant en rouge, qu'on n'est ni la pire année, ni la moins attaquée. Voilà. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir, quand on a une régularité de travail sur ces réseaux d'épidémiosurveillance, c'est qu'on repère des années où les attaques de maladies sont plus fortes. Par exemple, là, le mildiou est plus fort certaines années que d'autres. Donc, une intensité des protections, évidemment, qui doit être en relation avec le niveau d'attaque que l'on mesure. Il y a également une notion, toujours à titre d'exemple, on mesure des niveaux de résistance du mildiou toujours sur des symptômes apparus dans les vignes, et ça nous permet d'identifier des résistances à certaines familles chimiques ou certaines molécules. Du coup, il y a là aussi un raisonnement à avoir. On ne peut plus traiter avec un fongicide homologué sans se poser la question de la pérennité de l'efficacité, à moins de faire des traitements pour rien et de devoir y revenir demain. Donc là, l'idée, c'est à la fois mieux connaître le bioagresseur, mieux connaître les outils pour le contrôler. On va avoir également des outils très innovants, toujours sur cet exemple du mildiou, mais aussi sur d'autres champignons, où on va pouvoir capturer les spores dans l'air, pour dire qu'aujourd'hui, on arrive, grâce à la génomique, à identifier des spores de champignons pathogènes dans l'atmosphère, dans l'air. Et donc, en recoupant avec des niveaux de pluie contaminatrice, par exemple, pour le mildiou, des premières tâches que l'on observe dans nos témoins, on arrive à mesurer des sporés, vous voyez les petits bâtonnets là, qui permettent de vérifier donc les niveaux de contamination, donc les niveaux de risque. Et avec ça, on arrive à mieux maîtriser l'itinéraire technique. Un exemple là aussi très connu en santé des plantes, c'est l'utilisation des capsules de phéromones depuis pas mal d'années, et on est un peu dans le même esprit, c'est-à-dire avec des pièges. Quand on a un réseau d'épidémiosurveillance, on arrive à l'échelle d'un vignoble à parfaitement bien identifier les 3 vols, par exemple, de cet insecte qui s'appelle le démis, tordeuse de la grappe, ravageur très classique de la vigne. Et on peut positionner de façon bien plus efficace les traitements insecticides, là aussi en connaissant bien les modes d'action. Et donc, si on va vers des produits de biocontrôle, par exemple, à la fois sur les champignons et sur les ravageurs, en connaissant mieux l'agresseur, on pourra mieux positionner nos produits qui, même s'ils ont une efficacité un peu moindre, vont finalement pouvoir protéger une culture, alors que si on les décale dans le temps, ça marchera moins bien. Et in fine, ça c'est des chiffres qui sont remontés par notre réseau Gongeco, on voit qu'au bout de 3 ans de fonctionnement, les agriculteurs, donc entre l'année où ils rentrent dans le réseau N-3 et l'année N, et puis jusqu'à l'année N+3, on observe d'une façon globale une diminution, par exemple l'année N, de 18 traitements à 14,5. Alors, vous allez me dire, ça augmente, c'est-à-dire quand ils rentrent dans le réseau, souvent, on a des agriculteurs qui sont plutôt en échec en fait, de production. C'est souvent
pour venir rentrer dans un réseau comme ça, collaboratif sur le plan technique, c'est qu'ils rencontrent des difficultés. Donc souvent, on remonte en fait le niveau de protection de manière à atteindre un équilibre de production. Et ensuite, une fois qu'on maîtrise un peu mieux en relation avec l'agriculteur le souci, soit des produits qui étaient utilisés à mauvais escient, soit des mauvais positionnements de produits, soit de mauvaise fertilisation, etc., on arrive à rentrer dans une démarche vertueuse de réduction. Et si les agriculteurs suivent les préconisations à la lettre, on voit qu'on arrive à énormément de gains de traitement, donc c'est des IFT, hein, des doses pleines par traitement. Évidemment, si les agriculteurs suivent un peu moins les précaux, ben, on a quand même une diminution, mais ça va un peu moins. Voilà. Donc, le nombre de produits CMR, par exemple, là, on a démontré clairement dans ces différentes années, depuis 2018, qu'on a une chute de l'utilisation des produits CMR, sans perte de rendement, même avec un gain de rendement. Et comme je le disais tout à l'heure, donc avec un suivi des préconisations, on voit la courbe du bas, là, où on a une grande diminution. En moyenne, on est à plus d'un traitement fongicides et insecticides en moins par hectare et par an des agriculteurs adhérents. Pour terminer, une petite présentation de nos compétences au niveau du groupe. Donc, dans ce contexte-là, dans cette stratégie, ce marché-là, cette demande-là, ce qu'on souhaite avec Easy Group, c'est proposer des compétences complémentaires. Donc, on a Easy Innovation qui va être une compétence beaucoup plus de recherche-développement, expérimentation, accompagnement des projets de recherche, conduite d'études, également réflexion technico-réglementaire sur de nouveaux intrants, que ce soit biocontrôle, biostimulants, produits conventionnels, et réflexion de positionnement des outils d'accompagnement, par exemple ces pièges de sport, ces outils de diagnostic également, qui font partie aujourd'hui de la panoplie nécessaire à mieux gérer les bioagresseurs. Et on va s'adresser pour, par exemple, les innovations, mais comme pour tous les autres départements, à différentes typologies de contacts, soit des universitaires ou l'INRAE, soit des experts comme l'ANSES, soit l'industrie agroalimentaire ou des firmes de fertilisation, des distributeurs, des groupements d'agriculteurs ou des agriculteurs individuels. Voilà, l'idée, c'est de proposer nos services à différentes catégories de manière à bien couvrir l'ensemble des compétences et des enjeux nécessaires. On a donc le département Easy Innovation sur cette partie recherche-développement. On a le département Easydial qui, lui, va être beaucoup plus en contact avec les agriculteurs, les praticiens, et qui est d'ailleurs certifié conseil pour pouvoir développer du conseil aux professionnels. Et puis, le département EasyPest qui va être chargé de mettre en place des formations adaptées. Alors, au-delà, il y a la formation certifito qui est réglementaire, mais au-delà de certifito, des formations expertes, on l'a mis là, qui vont permettre de développer les compétences des agriculteurs et des conseillers. Le groupe Easy, donc cette prise de position sur le marché santé des plantes est très récente, puisque cette prise de position sur l'agricole n'a qu'un an. Voilà, on a ici toute l'histoire du groupe Easy qui a été créé en 2013 autour de l'innovation et de la formation sur le pest control, hein, sur le biocide et les ravageurs invasifs en monde agricole. Il y a eu l'installation de la société dans un siège à Lyon, voilà, qui est notre siège social. Et puis, on a, depuis janvier 2024, l'intégration des deux sociétés Cotesia et Congeco, que certains d'entre vous connaissez, qui maintenant font partie depuis un an du groupe Easy, c'est-à-dire que Cotesia a intégré le département Easy Innovation et Congeco le département Easydial, ce qui nous amène à avoir cette compétence. Et on peut avoir ici un organigramme un peu global du groupe, avec l'entité Easy Group, qui est un peu une entité transverse en chapeau, qui regroupe tous les services dont ont besoin les différents départements. Donc, effectivement, les directions stratégiques, directions scientifiques, le service RH, administratif, comptable, et puis les moyens support et la communication marketing qui peut permettre de faire passer donc, des messages comme aujourd'hui ce webinaire à différents acteurs. Dans les innovations, on va retrouver l'activité biocide et l'activité santé des plantes, tout comme dans EasyPest, tout comme dans Easydial. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et maintenant, si vous avez des questions, je peux y répondre.
Y a-t-il des questions? Alors, je ne sais pas si on peut les poser à l'oral ou s'il faut les taper dans le chat. Non, ce sera dans le chat, mais je vois que quelqu'un est en train d'écrire, donc il y a peut-être une Super, question qui va arriver. parfait. Alors, du coup, je découvre le commentaire d'Olivier que je n'avais pas vu. J'avais vu c'est bien peu. Alors, je ne sais pas de quoi tu parlais, Olivier. Je suis désolé. C'était pendant mon laïus. Merci, Romain, de ton remerciement. J'espère que c'était clair, effectivement. Alors, quid des OGM en France versus États-Unis, Olivier? Alors, en fait, il n'y a pas que les États-Unis pour les OGM, hein. Il faut savoir qu'en Europe, les OGM sont autorisés. La France l'a interdit, mais on n'est pas dans une décision européenne. Voilà. Contrairement à ce que j'ai expliqué pour les produits phytopharmaceutiques, et demain également, je l'ai dit très vite, mais pour la fertilisation, c'est également un règlement européen. Donc, tous les États membres sont soumis à la même réglementation. Pour les OGM, ce n'est pas un règlement, une directive, ce qui fait que chaque État membre a pu statuer. Et par exemple, nous, on est basé dans le sud-ouest de la France, hein. Aujourd'hui, de l'autre côté des Pyrénées, il y a de la culture OGM, de maïs et de différentes cultures sans aucun souci. Et donc, effectivement, on subit une compétition versus les pays qui ont développé les OGM pour certains dossiers. Mais la volonté de la France reste de ne pas développer les OGM aujourd'hui. Alors, merci à toi, Benjamin, de ton commentaire. Effectivement, c'est dense. Je suis désolé, j'ai essayé de faire quelque chose d'exhaustif et je suis conscient qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont décrites. Silver, c'était clair pour toi a priori, pas de question. Donc, a priori, tu as l'air d'être en phase avec nous sur la stratégie qu'il faut développer. Pareil pour Olivier, je te remercie. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que quelqu'un écrit toujours, donc il y a Super. peut-être quelque chose qui arrive. Alors, Hervé, pourrais-tu faire un point sur l'évolution du nombre de viticulteurs bio conventionnels à Jurançon? Oui, alors ça c'est une bonne question, Léo. Bonjour Léo. Alors, de mon point de vue, je n'ai pas forcément de chiffres très très précis au jour d'aujourd'hui. Ce que je peux dire, c'est une tendance que j'ai échangée avec les professionnels. Le bio, c'est pas mal développé. Alors, j'en ai pas du tout parlé dans la présentation, à part à dire que les produits biologiques devaient détenir une AMM. Il y a eu un très fort engouement du bio et qu'on peut ressentir encore dans certaines cultures, notamment la vigne, parce qu'il y a une grosse demande des clients, en fait, et puis c'est aussi un outil promotionnel, le bio. La première chose, c'est que déjà le bio rencontre un certain nombre de difficultés techniques dont il faut être conscient. Notamment, on a tous entendu parler, je pense, du cuivre. Voilà. Il y a des pollutions du sol dues à certaines pratiques dans certains sols, pas partout, hein. Alors, je ne dis pas que le bio pollue. Dans certaines situations, le bio n'est absolument pas une solution durable parce que le bio peut impacter l'environnement de façon négative. Donc, à cause de ça, notamment dans le Jurançon, on est très soumis au mildiou. Si quelqu'un a mis, peut couper le téléphone parce que là, j'ai entendu un bip. Dans le vignoble du Jurançon, on est très très soumis au mildiou. Et donc, le mildiou, à part le cuivre, il n'y a pas autre chose. Et aujourd'hui, donc, c'est un des freins au développement du bio dans le vignoble du Jurançon. Voilà. Donc, on a eu un engouement et un certain rétropédalage quand même aujourd'hui, je pense, de la production bio dans le Jurançon, pour des raisons vraiment techniques, essentiellement. Et Jean-Bernard, bonsoir Jean-Bernard. Oui, effectivement, alors la partie économique, c'est le souci. J'ai mis des petits billets au début là, qui montraient qu'il y a une grosse dépense du consommateur européen, mais finalement, on s'aperçoit dans les enquêtes françaises, et notamment dans les travaux de la réglementation EGalim, que l'agriculteur, finalement, touche assez peu. Alors après, il faut être plus précis et aller dans le sens économique, ce n'est pas ma spécialité, mais j'ai entendu quand même, j'ai participé à des présentations où en fonction du type de culture et de l'organisation de la ferme, de la structure agricole de production, il y a d'énormes variations en fait. Il y a des agriculteurs qui finalement vivent relativement bien en France, même s'ils ne sont pas les plus nombreux, et puis il y en a beaucoup plus évidemment qui vivent nettement moins bien. Et il y avait une démarche aujourd'hui que tu connais, Jean-Bernard, qui est le Conseil stratégique phyto, qui a été suspendu pour être révisé. Donc, on attend de savoir ce qu'il sera de ce Conseil stratégique. Et l'idée me paraissait plutôt pas mal, c'était d'aborder
justement la pratique agricole des fermes sous un angle technico-économique. Voilà. Il y avait un volet économique. Alors évidemment, selon les structures qui vont être en capacité de faire ce conseil stratégique, il y aura une compétence plus ou moins forte sur cette partie économique. Mais effectivement, la partie économique est essentielle. Dans la durabilité, je le répète, il y a le social, il y a l'environnement et il y a l'économique. C'est le triptyque de durabilité. Olivier, est-ce que les formations agricoles intègrent dans leur programme ces nouveaux défis? Alors, pas vraiment. Aujourd'hui, je vais être assez sec. On a, nous, beaucoup de stagiaires. J'interviens également dans certaines formations et certains de nos ingénieurs également. On n'a pas cette notion qui est trop complexe, en fait, encore pour beaucoup de professeurs et d'établissements. Voilà. Là, on a un vrai souci, mais comme je l'ai cité, avec l'association ABA, il y a une volonté de développement de la formation des futurs professionnels. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà, ça, il faut accompagner ce défi par une compétence nouvelle, alors sans être une compétence idéologique non plus. Hein. Ça, c'est un peu compliqué. On a aussi dans notre enseignement agricole beaucoup d'idéologie, à mon sens. Il faut redevenir technique, scientifique et pragmatique. Voilà. On a eu aussi un certain emballement économique de l'agriculture, mais pas pour le bien de l'agriculteur, mais plutôt pour le bien de l'agro-industrie, pour le bien de beaucoup de choses. Voilà. Aujourd'hui, revenir à la technique me semble quelque chose d'extrêmement important. J'espère que ça répond à vos questions. Quelqu'un écrit. Oui, parfait. Merci Olivier. Bon, on peut peut-être prendre encore une question. Ça fait 51 minutes qu'on est en lien. Est-ce que quelqu'un a encore une dernière question? Merci Léo, c'est bon. Oui, quelqu'un écrit. Ah, merci Romain, merci à toi. Donc, en attendant la dernière question, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un grand défi et ce défi, il est extrêmement stimulant, en fait. Pour les nouvelles générations, justement, je vais faire le lien avec ce que Olivier, tu questionnais. Moi, je pense que les jeunes générations qui se lancent dans l'agronomie ont un challenge superbe parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et là, il y a beaucoup de connaissances à développer. Et dans tous ces domaines de nutrition, amélioration variétale et protection. Donc, c'est très, très riche d'interactions et de savoir. Voilà, je pense que c'est vraiment l'enjeu à venir de réduire les intrants, d'augmenter le rendement. Comme on l'a vu, enfin, ça paraît antagoniste au départ. Et en fait, on voit qu'il y a des résultats, comme dans notre réseau, qui fonctionnent. Alors, ces résultats, économiquement, ils sont difficiles. Hein. On se bat au quotidien. Il n'y a pas forcément beaucoup de rentabilité dans l'accompagnement. Je pourrais parler du conseil. C'est pas simple le conseil aux agriculteurs aujourd'hui, parce que les agriculteurs ont besoin aussi d'améliorer leur marge. Mais tout ça est un challenge, en fait. Il faut voir de façon globale. Et à partir de là, ça peut fonctionner. Benjamin, tu poses une question technique. Les macro-organismes ne rentrent pas dans l'agriculture biologique. Alors, certains d'entre eux, oui, mais c'est. Non, pardon, les macro-organismes, non, ils peuvent rentrer dans l'agriculture biologique, mais ce ne sont pas des produits phytopharmaceutiques. Voilà. Les micro-organismes sont des produits phytopharmaceutiques, tout ce qui est champignons, bactéries, etc., doivent bénéficier d'une AMM. Les macro-organismes ne bénéficient pas d'une AMM phyto. Voilà. C'est pour ça qu'à ce titre-là, ils peuvent rentrer dans l'agriculture biologique, mais ils n'ont pas d'AMM. C'est pour ça que dans mon tableau, ils étaient en dehors du cadre des produits soumis à AMM. Voilà. Ben écoutez, j'espère frustrer personne, mais je vous propose de clôturer ce webinaire. Qu'est-ce que tu en penses, Adeline ? Oui, très bien. Je vous ai mis le lien pour ceux qui souhaitent vers notre chaîne YouTube. Donc, je déposerai avec mon équipe la vidéo du replay, je pense, demain dans la journée. Donc, après, n'hésitez pas à retourner voir
le replay si vous avez besoin de revenir sur ce qui a été dit ce soir par Hervé. Voilà. Et vous avez mon mail et mon numéro de téléphone sur la dernière slide qui sera disponible. Et n'hésitez pas à me contacter, bien sûr, si vous voulez échanger là-dessus. Voilà. J'ai vu qu'il y avait Guillaume également, JD. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir peut-être joint à nous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir.